Début du IXe siècle, les civilisations et les empires ont oublié Paris. La ville agonise. Tous les malheurs du ciel fondent sur les bords de la Seine. Famine, inondations, épidémies. Le pain est rare en raison des mauvaises récoltes. Le fleuve est en crue. L'île de la Cité se noie. On ne peut se déplacer qu'en bateau. Et rien n'arrête la mort qui rôde. Les corps gonflés flottent sur les eaux. On s'entasse sur la rive gauche restée au sec. Le Châtelet, qui fut d'abord une tour de défense, devint au fil des siècles une sinistre prison. On y enfermait des prisonniers de droit commun, car les plus prestigieux allaient à la Bastille. À partir de la Révolution, on sera moins difficile. Tout type de prisonnier y sera accueilli. Jadis, la place n'était pas aussi large qu'aujourd'hui. Elle était encaissée et parcourue de dédales de rues étroites et sinueuses, aussi sombres qu'inquiétantes. Tendez l'oreille. Les cris de bêtes égorgées se mêlent aux hurlements des torturés, aux plaintes des prisonniers. C'est sur ce cloaque que s'étend la terrifiante silhouette du Châtelet. L'endroit est vraiment un des plus horribles de Paris. Finalement, le Grand Châtelet sera démoli en 1804 et on fera bien attention de n'en rien laisser. Rien ne devant subsister d'un monument d'aussi triste mémoire. Alors si l'on cherche quand même à se figurer à quoi ressemblaient les entrailles du Châtelet, il faut traverser la Seine et passer sur la rive gauche. Entrons au 42 rue Galande, au caveau des Oubliettes. Descendons dans les caves et regardons les messages des anciens suppliciés. Ça ressemble à des graffitis. Je serai pendu, à mort Marat. Ici se trouvent conservées des cellules et autres culs de basse-fosse du Petit Châtelet. C'est le pendant carcéral rive gauche du Grand Châtelet. Mais au début, ce Petit Châtelet a bien été lui aussi une tour de défense destinée à protéger Paris. Au IXe siècle, les petits-fils de Charlemagne se partagent en trois un vaste empire. La Francie orientale revient à Louis le Germanique, la Francie médiane à Lothaire Ier, et la Francie occidentale est attribuée à Charles le Chauve. De la Francie orientale naîtra l'Allemagne, et de la Francie occidentale naîtra la France. Quant à la Francie médiane, elle sera grignotée par ses deux puissants voisins, mais l'Italie actuelle émergera un peu comme sa lointaine héritière. Toutes ces divisions excitent les appétits de pirates vikings, des Normands venus de Scandinavie. Le 29 mars 845, jour de Pâques, l'effroi gagne Paris. C'est par le fleuve que les Vikings comptent s'emparer de la ville. Et ce ne sont pas les vieux remparts éboulés qui pourront empêcher les Vikings d'envahir Paris. Pour les habitants, c'est la déroute. Il faut prendre ses jambes à son cou. Et chacun prend ce qu'il peut. Quelques têtes de bétail, des bijoux, un peu de farine. Et l'on s'empresse de détaler au loin, à l'intérieur des terres. Car les Vikings convoitent leurs richesses, n'importe lesquelles, pourvu qu'elles rapportent. Même s'ils préfèrent au fond qu'elles soient sonnantes et trébuchantes. Pièces d'or, joyaux, parures, tout leur est bon. Ils ne veulent pas occuper des terres, ils ne cherchent pas à imposer leur pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir. Charles le Chauve, roi de la Francie occidentale, est agacé par ces incursions normandes. Il se met enfin en tête de protéger Paris. C'est ici, au Châtelet, que s'organise la défense. D'abord, il fait reconstruire les deux ponts qui reliaient naguère l'île de la Cité aux berges de la Seine. Ensuite, il fait édifier sur la rive droite et sur la rive gauche deux tours de défense, lourdes et massives. Les deux ensembles se dressent désormais comme des portes d'entrée de Paris. Elles protègent son cœur, l'île de la Cité. Ce sont de véritables forteresses, des petits châteaux, des châtelets. Le Grand Châtelet pour la rive droite, le Petit Châtelet pour la rive gauche. Automne 885, les Vikings attaquent Paris. L'immense flotte venue du nord s'arrête devant l'île de la Cité. Les soldats français ruent sabre en avant et se battent au corps à corps. Les attaquants fléchissent et reculent.
Les Vikings, abasourdis par la furie franque, sonnent la retraite, abandonnant sur place un grand nombre de tués. Au cours de cette première journée de combat, un homme s'est montré plus résolu et plus téméraire que tous les autres. C'est Eudes, le comte de Paris. Il va désormais mener la défense. Résolu à détruire le Grand Châtelet, une troupe de Vikings traverse à la nage le fossé qui l'entoure. Armés de piques et de haches, les soldats du Nord tentent d'en ébranler les bases. Mais c'est sans compter sur l'esprit d'anticipation du comte Eudes. Il fait jeter de l'huile bouillante, de la poix fondue et lancer des flèches enflammées sur l'ennemi. Quelle vision d'horreur! Les hommes prennent feu comme de l'étoupe, transformés en torches vivantes. Ils se jettent alors dans la Seine, mais en vain, car l'huile embrasée continue de brûler et les corps incandescents flottent sur le fleuve. Alors, les Vikings finissent par sonner la retraite et abandonnent le combat. Aussitôt, on offre aux véritables héros de la bataille la charge de régner sur la paix. Au mois de février 887, les seigneurs francs réunis à Compiègne acclament Eudes. Le comte de Paris est nommé roi de Francie occidentale, et pour ne pas perdre de temps, on procède dans la foulée au couronnement. On bâcle un peu la messe, on procède à une rapide onction, et vive le roi! Le nouveau monarque promet tout ce qu'on veut. Il assure qu'il réformera tout ce qui est à réformer. L'ennemi viking a définitivement renoncé à Paris. Mais la ville panse ses plaies douloureuses. Les invasions ont dévasté ses édifices. De la basilique Saint-Germain-des-Prés, il ne reste que la partie inférieure d'une tour carrée. Sainte-Geneviève, Saint-Julien-le-Pauvre, Saint-Marcel, Saint-Germain-l'Auxerrois et de nombreuses autres églises ont été mises à sac et ravagées. Mais de cette désolation, Paris sort grandi. Par leur acharnement, les pillards vikings ont montré que qui veut tenir la Francie doit tenir Paris. Et par leur défense obstinée, les Parisiens se sont imposés au reste du royaume. Ce sont eux maintenant qui font l'histoire. Ce sont eux qui font les rois.